Alors bonjour à tous. Pour commencer, merci à tous de votre présence dans cette deuxième journée des sciences sociales. J'en profite également pour remercier la Fondation des sciences sociales et tous les membres ici présents de m'avoir donné l'opportunité de développer et de présenter ces travaux aujourd'hui. Merci aussi aux lauréats pour tous les retours et les conseils. Et merci à notre animateur de table ronde d'avoir répondu à l'appel au pied levé. Alors dans les préparatifs pour la journée, il y avait une petite session de média training. Malheureusement, je n'ai pas pu la suivre. Donc, si vous voyez un petit gap de qualité, vous saurez que le média training, ça marche. Alors, donc depuis les années 70 et la fin des années 60 en Île-de-France, les couronnes périurbaines françaises ont observé une forte croissance démographique. Le rêve du pavillon individuel avec jardin est souvent évoqué pour expliquer cette périurbanisation. Et par exemple, lors d'une enquête réalisée en 2004 par le CREDOC, 77% des Français déclaraient que être propriétaire de sa maison représentait le mode d'habitation idéal. Les coûts de construction sont un autre facteur majeur de cette périurbanisation, d'ordre économique cette fois, par rapport à l'ordre sociologique précédemment. Il est en effet beaucoup moins coûteux de construire en diffus qu'en dense, et du coup, pour les promoteurs, pour pouvoir offrir des logements accessibles financièrement au plus grand nombre, ils ont intérêt à privilégier des projets immobiliers basés sur du pavillonnaire dans des zones périurbaines ou rurales à des projets de logements collectifs en zone dense. Et donc, dans un certain nombre d'agglomérations, alors récemment, on m'a évoqué le cas de Chambéry, on voit des villes-centres qui se perdent en population faute d'acquéreurs, tandis que les villes plus éloignées accueillent de plus en plus de ménages en quête d'un logement abordable. Alors, selon de nombreux chercheurs, il y aura un autre point qui renforcerait cette tendance, ce sont les mesures prudentielles mises en place par les banques et les propriétaires. Alors, dans le cas des organismes financiers, afin de limiter le risque d'insolvabilité, ils mettent en place un certain nombre de règles de précaution lors de l'octroi de prêts immobiliers. Et donc, c'est la fameuse règle de 33%. On limite la mensualité du prêt au tiers du revenu du ménage accédant. Donc si, par exemple, vous gagnez 3 000 € par mois, on va vous dire la mensualité est limitée à 1 000 €. Et dans le secteur locatif privé, on a quelque chose de similaire, qui est que les propriétaires, ils ont l'habitude d'exiger des candidats à la location de justifier de 3 à 4 fois le loyer. Et donc si cette règle des 33% elle paraît sensée pour que les banques et les propriétaires se protègent, de nombreux chercheurs prétendent qu'elles auraient un effet pervers. Donc on en revient à cette fameux effet pervers, qui est que, étant donné la cherté du logement dans les centres urbains, elle inciterait les ménages, et en premier lieu les moins aisés, à s'éloigner pour assouvir leurs aspirations en termes de logement, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à la propriété ou pour pouvoir profiter d'un logement plus spacieux quand la famille s'agrandit, on va devoir s'éloigner. Et or, s'installer en périphérie ne serait pas sans risque, comme le soutiennent les travaux de R, par exemple, aux États-Unis, où l'on montrait les travaux de Polakini et Orfeuille dans le cas de l'Île-de-France. Le haut niveau des coûts de transport liés au style de vie périurbain et rural, niveau qui plus est, qui est souvent très mésestimé par les ménages, aboutit à une dépense totale logement plus transport particulièrement élevée. Et donc, en s'éloignant, les ménages qui pensent économiser sur le logement, au final, ils augmenteraient en fait leur risque d'insolvabilité. Alors, on va regarder dans le cas de l'Île-de-France, donc en commençant par les ménages les plus aisés. Alors, donc, on va regarder les taux d'effort en logement en bleu et en transport en orange. Alors, le taux d'effort, c'est la part de revenus que les ménages consacrent soit au logement, soit au transport. Alors, si on regarde donc pour les ménages les plus aisés, on voit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vivre à Paris n'est au final pas si cher que ça, vu qu'on a un taux d'effort total qui est de 27% si on habite à Paris, alors, si on regarde, en fait, là, c'est les zones de résidence, et vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est grosso modo, on s'éloigne de Paris au fur et à mesure. Donc Paris, banlieue intérieure, banlieue extérieure, jusqu'aux zones rurales. Et donc on voit si on regarde les extrêmes, pour Paris, donc on a un taux d'effort total de 27%, 21% en logement et 6% en transport. Tandis que si on habite en zone rurale, on a un total de 36%, c'est-à-dire 21% en logement et cette fois 15% en transport. Donc on voit que la barre orange, elle est bien plus élevée. Si on regarde maintenant les ménages de revenus médians, de revenus intermédiaires, alors c'est pareil, ce qu'on observe, c'est que plus on s'éloigne de Paris, plus le taux total il augmente.
Et alors cette fois-ci, donc si on regarde Paris, le taux total c'est 32%, 25% logement, 7% transport. Zone rurale, on atteint déjà 50%, avec 26% de logement et 24% de transport. Alors maintenant, quand on regarde les ménages les plus modestes, cette fois, on atteint des taux qui deviennent vraiment très conséquents, avec pour Paris 44%, 36% logement, 8% transport. Et en zone rurale, c'est 65%, avec 35% de logement et 30% de transport. Donc, l'éloignement semble bien présenter un risque important pour les ménages. Et dans le cas francilien, les ménages éloignés ont, comme nous venons de voir, un taux d'effort qui est relativement similaire à celui des ménages citadins, en fait, et par contre un budget transport beaucoup plus élevé. Les ménages ne sont pas tous égaux, en plus, face à l'éloignement, dans la mesure où les ménages modestes sont, nous l'avons vu, ceux qui sont le plus exposés. Ils ont les taux d'effort les plus élevés, que ce soit de logement ou de transport. Et si un certain nombre de ménages ont déjà fait la douloureuse expérience de l'éloignement, alors dans la presse, on entend souvent les cas de... il y avait un article dans Rue 89 sur la maison à 640 € et ménage qui découvre qu'il paye quasiment autant en coût de transport et qui a donc été obligé de revenir vers la ville-centre. Pour l'instant, si la situation n'est pas encore gravissime, la hausse tendancielle des prix de l'énergie pourra très fortement alourdir le bilan dans les années à venir. Et d'après une étude du think tank Shift Project, la part des ménages qui consacrent plus de 60% de leurs revenus au couple logement-transport, aujourd'hui, elle est seulement de 3% sur l'ensemble de la France. Mais si on prend l'hypothèse, qui n'est pas déraisonnable, d'un doublement de prix de l'énergie à moyen terme, ce chiffre, il passera à 50%. Donc vous auriez 50%, la moitié des ménages qui passeraient 60% de leurs revenus juste à se loger, à payer leur coût de transport. Du coup, l'objet de ce travail, c'est de vérifier de manière générale les impacts des mesures prudentielles limitant le taux d'effort logement. Et on a analysé cette mesure à l'aune d'un modèle économique d'équilibre spatial, le modèle monocentrique de la nouvelle économie urbaine, que je vais présenter très succinctement, je vous rassure. Puis, le travail a consisté à proposer, à analyser une solution alternative que je vais présenter également après. On va regarder deux types d'impacts. On va regarder les impacts sur les ménages, l'utilité au sens économique du terme, qui est en quelque sorte le bien-être, et la solvabilité. On va regarder aussi les impacts globaux sur la ville, à savoir l'étalement urbain et la courbe de densité. Mais pour cette présentation-là, je vais moins insister sur ces impacts aussi. Alors, très rapidement, et je vous promets, c'est les seules équations que vous verrez de toute cette présentation. Le modèle utilisé, c'est donc le modèle monocentrique. C'est un modèle qui étudie les choix de localisation des ménages dans une aire métropolitaine, et plus précisément le lien entre coût de transport, prix immobilier et choix résidentiel. Donc dans ce modèle, le ménage, lorsqu'il choisit où est-ce qu'il veut s'installer, il cherche à maximiser son utilité sous la contrainte de budget qui est ici. Et donc la règle, c'est je ne peux pas dépenser plus que mon revenu Y me le permet. Et le revenu, qu'est-ce qu'il permet de payer ? Il permet de payer le logement, qui est ici, le transport et les autres biens. Alors pour les transports, donc le coût de transport T de R, où R représente la distance au centre de l'agglomération, et donc plus on s'éloigne, plus le coût de transport est élevé, c'est ce que je vous ai montré au début. Pour le coût du logement, qui est ce terme-là, P de R S, donc S c'est la surface de logement, P de R c'est le prix au mètre carré. Là, inversement, plus on va s'éloigner, plus le prix au mètre carré va être faible. Et c'est assez intuitif, hein, si on regarde le prix du mètre carré à Paris ou au fin fond du Val d'Oise, on ne sait pas exactement les mêmes prix. Et Z, le dernier, c'est tous les autres biens de la vie courante, c'est l'alimentation, les habits et tout ça. Et donc, in fine, le ménage, il fait face à un choix. Soit je peux vivre en cœur d'agglomération, à proximité du pôle d'emploi, mais avec en contrepartie des prix immobiliers élevés et des logements plus petits, ou je peux décider de m'éloigner, bénéficier de logements plus spacieux et meilleur marché, mais en acceptant des coûts de transport plus élevés pour me rendre sur mon lieu d'emploi. Et donc je vais utiliser ce modèle pour utiliser deux types de mesures. La première qui est actuellement en place, c'est les mesures de type contrainte logement. C'est on limite la dépense de logement à une certaine fraction du revenu. Et l'autre alternative, c'est de tenir compte des coûts de transport pour éviter les effets pervers qu'on verra
à la mesure de contrainte logement. Et donc, au lieu de limiter juste la dépense de logement, on va limiter la dépense de logement plus la dépense de transport. Et donc, on va dire, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 50% de votre revenu en logement plus transport. En conclusion, je dirais comment on peut implémenter ça. Alors, si on regarde la contrainte de logement, l'analyse théorique montre qu'elle a deux principaux effets. Le premier, c'est un effet de distorsion. En limitant le budget logement, les contraintes logement, elles imposent aux ménages soit de réduire la taille du logement désiré, soit s'éloigner du centre pour satisfaire son besoin de surface. La contrainte de logement, donc en réduisant les options des ménages par rapport à une situation de libre marché, une situation en quelque sorte non régulée, elle a tendance à réduire le bien-être des ménages. Le second effet, c'est un effet de redistribution. En limitant la capacité à enchérir des ménages, la contrainte de logement réduit in fine la demande, avec comme conséquence un impact baissier sur les prix immobiliers. Implicitement, en fait, on a un transfert entre soit le propriétaire et le ménage locataire dans le cas de la location, soit le vendeur et l'accédant dans le cas d'une acquisition. Naturellement, chacun de ces deux effets, effet de distorsion et effet de redistribution, est d'autant plus important que la limite fixée est faible. Donc, bien sûr, si on dit demain, ce n'est pas 33%, mais c'est que 20% que vous pouvez consacrer au logement, il va y avoir un effet encore plus, il va falloir encore plus réduire la taille des logements, encore plus s'éloigner éventuellement. Et pareil pour la redistribution, ça va avoir un impact encore plus baissier sur les prix immobiliers. Alors, qui sont les ménages qui sont les plus contraints ? Alors, évidemment, on l'a vu au début, c'est les ménages modestes qui, du fait de leur faible revenu, en moyenne des taux d'effort de logement plus importants. La contrainte est également plus forte dans les zones centrales, à prix immobilier élevé, ce qui incite les ménages à s'éloigner et crée un effet d'éviction des ménages les moins aisés du centre de l'agglomération. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, au final, c'est quoi les impacts sur la ville et sur les ménages ? Bon, sur la ville, comme j'ai dit, je vais résumer très succinctement, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'en incitant les propriétaires en centre-ville à vendre ou à louer des plus petits logements, la contrainte logement, elle a comme effet d'augmenter la densité en cœur d'agglomération, ce qui a comme impact ultime de limiter un peu l'étalement urbain par rapport à une situation de libre marché. Maintenant, si on regarde les effets sur les ménages, alors dans ces slides, ce qui est important, c'est pas le chiffre. Donc, en plus, ce qu'il faut dire, c'est ce modèle-là, il n'a pas été encore calibré sur des données réelles. Là, c'est pour la fin des travaux, mais ça montre bien les tendances qu'on observera même en calibrant les chiffres. On pourra en revenir dans la discussion. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est les ménages aisés qui sont les grands gagnants. Et on voit... Ah, pardon, je me suis trompé de bouton. Alors, ce qu'on voit en bas, c'est le niveau de contrainte. Donc, une contrainte de 100%, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contrainte. On dit vous faites comme vous voulez. Et par exemple, le 33%, il sera ici. Et donc, plus on va vers la droite, plus on contraint les ménages en limitant le taux d'effort logement de plus en plus. Alors, ce qu'on voit donc au début, évidemment, quand on est dans des niveaux très bas de contrainte, donc là, c'est la contrainte, elle est très basse. Dans ce cas-là, ça n'a aucun impact sur les ménages, vu que de toute façon, personne ne veut dépenser 90% de son revenu dans le logement. Donc au début, il ne se passe rien. Au fur et à mesure que la contrainte elle devient plus prégnante, ce qu'on observe au début, c'est que c'est l'effet de redistribution qui prévaut, et donc l'utilité des deux classes de ménages augmente, mais assez vite, on voit que pour les ménages de bas revenus, l'effet de distorsion, lui, devient très important, et du coup, on voit leur utilité qui baisse progressivement. À l'inverse, les ménages de haut revenu, eux, c'est assez intuitif. Eux, ils sont très peu contraints, en fait, comme ils sont très aisés. Cette règle de 33%, ça les impacte pas trop. Ça impacte, par contre, les ménages modestes. Donc, pour eux, il y a un effet d'aubaine qui fait qu'eux, ils profitent pleinement de l'effet de redistribution sans être touchés par l'effet de distorsion. Tandis qu'au contraire, pour les ménages à bas revenus, eux, ils subissent la contrainte de plein fouet, en quelque sorte. Alors, encore pire, si on regarde l'idée de base de la mesure, c'est d'améliorer la solvabilité des ménages. Alors, je suis désolé, ce graphique, il n'est pas très facile à lire, mais je vais quand même essayer de vous aider. Donc, ici, on regarde par exemple à gauche. Pour commencer, regardons les ménages à haut revenu. La courbe en noir, c'est le niveau moyen de solvabilité, qu'on appelle aussi parfois reste à vivre. C'est quelle est la part du revenu qui vous reste pour payer vos autres dépenses. Et donc, encore une fois, là, je vous demande de ne pas trop regarder les chiffres exacts qui sont à gauche, mais plutôt la tendance des courbes.
Ce qu'on voit, c'est quand on augmente la contrainte, le but de mettre en place ces contraintes, c'est d'améliorer la solvabilité des ménages. Donc normalement, c'est de faire monter ces courbes vers le haut. Parce que plus on est vers le haut, plus le ménage est solvable. Donc en moyenne, dans le cas des hauts revenus, tout se passe bien. Par contre, on voit quand même, alors au début, la contrainte, elle est inopérante, il ne se passe rien. Au bout d'un moment, ça marche. On réussit à améliorer la solvabilité des ménages. Alors, les courbes qui sont en bas et en haut, cette fois-ci, c'est plus la moyenne, mais c'est les 5% en bas, c'est les 5% les moins solvables et les 5% les plus solvables. Parce que dans la population, tout le monde n'habite pas au même endroit et comme tout le monde ne paye pas les mêmes coûts de transport, il y en a qui sont plus ou moins solvables. Pareil, on l'a vu tout au début. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que cette mesure, elle a tendance à augmenter les dispersions. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, ça, c'est le fait que cette mesure, elle incite à l'éloignement. Mais bon, il en demeure que pour les ménages aux revenus, grosso modo, on va dans la bonne direction. Maintenant, par contre, si on regarde les ménages à bas revenus, ce qu'on voit, c'est qu'au début, ok, tout se passe bien, la solvabilité augmente, même si la dispersion augmente. Et au bout d'un moment, c'est l'effet pervers là qui rentre en jeu. Du fait de l'éviction du centre-ville des ménages, ils sont obligés de trop s'éloigner. Et là, la solvabilité, au lieu d'augmenter, elle baisse. Et donc, on a bien montré l'effet pervers dont parlaient les chercheurs. Donc, c'est quoi la solution alternative vis-à-vis de ça ? C'est d'intégrer la dépense de transport dans le calcul du taux d'effort. Alors, l'analyse théorique montre encore une fois qu'on a les mêmes effets de distribution et effets de distorsion, mais pas dans les mêmes mesures et on ne va pas toucher les mêmes populations. Alors, ça va toujours concerner en premier lieu les ménages les plus modestes. C'est normal, c'est ceux qui ont les taux d'effort les plus élevés. Mais cette fois-ci, on va toucher d'abord les ménages les plus éloignés. En fait, on va les inciter à dire « attention, ne vous éloignez pas trop ». Essayez plutôt de privilégier des zones accessibles, notamment en transport en commun, par exemple, ou près des pôles d'emploi, pour ne pas payer des coûts de transport excessifs. Et donc, cette mesure, elle va favoriser l'accès au centre urbain des revenus modestes. Alors, du point de vue des impacts de la ville, comme on va reporter la demande du périurbain et du rural vers le centre, on va avoir une densification encore plus forte, cette fois-ci en périphérie, et l'étalement urbain va être encore plus réduit que dans le cas des mesures contraintes logement. Alors, si on regarde concernant les niveaux d'utilité, on voit qu'il y a toujours un peu les mêmes courbes, sauf que l'effet d'aubaine pour les hauts revenus est cette fois-ci moins important. Et par contre, ce qu'on voit si on regarde la solvabilité, c'est contrairement au cas précédent où on a fait cet effet pervers que je vous ai montré, ici la mesure, à la fois elle augmente vraiment la solvabilité de tous les ménages, et en plus, au lieu d'augmenter l'écart type, comme j'avais montré tout à l'heure, elle, du fait qu'elle soit vraiment bien fondée, elle réduit cet écart type, elle protège de plus en plus efficacement tous les ménages. Alors pour conclure, ce que j'ai montré, c'est que les mesures prudentielles qui limitent le taux d'effort logement, elles bénéficient en premier lieu aux ménages les plus aisés, tout en fragilisant les ménages les plus modestes qui sont contraints de s'éloigner. Inversement, si on limite le taux d'effort combiné logement plus transport, on peut mieux protéger les ménages modestes, favoriser le développement urbain dans les zones bien desservies par les transports et encore mieux limiter l'étalement urbain. Donc les résultats de l'étude, elles appellent à une réforme des mesures prudentielles en France. Donc s'il y a des banquiers dans la salle, je vous encourage à prendre en compte les coûts de transport. Et en fait, par exemple, dans le cas des États-Unis, ça a déjà été, c'est déjà l'étude. Il y a une mesure qui s'appelle Location Efficient Mortgages qui a lieu. Et de la même manière, c'est pas toujours évident, mais on pourrait imaginer que les propriétaires, ils essayent d'intégrer ça en regardant les dossiers de locataires, en leur demandant où est-ce qu'ils travaillent et pourraient tenir compte du coût de transport.